Bonsoir et bienvenue à tous pour cette deuxième session de l'édition 2020 de notre réunion au cœur du débat. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois et ravis de retrouver les personnes qui étaient déjà des nôtres mardi soir. D'ailleurs, comme vous pouvez savoir, toutes les sessions seront disponibles en replay dans quelques jours. Cet événement, soutenu par Medtronic depuis maintenant près de 16 ans, se veut être un lieu de réflexion sur l'évolution du système de santé. Nous avons d'ailleurs traité ces dernières années des sujets aussi variés que médecine et liberté ou par exemple la fin de l'État-providence. Malheureusement, comme vous le savez, cette année, la réalité nous a rattrapés, c'est d'ailleurs pour cela que nous nous retrouvons en digital. Nous allons aborder lors de 6 dates au mois de novembre un sujet plus que d'actualité, les enseignements d'une pandémie, quelles conséquences sur le système de santé français. La thématique de ce soir, liée à ce sujet, est le dessous des cartes. Et vous pourrez poser toutes vos questions en cliquant sur votre écran en bas sur la fonction Q&A. Pour traiter de ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir deux invités prestigieux, Monsieur le ministre Hubert Védrine et Monsieur Jérôme Fourquet. Avant de passer la main à nos modérateurs du soir, le professeur Jean-François Obadia des Hospices civils de Lyon et le docteur Olivier Piot du Centre cardiologique du Nord, je ne saurais que vous recommander de lire deux ouvrages de nos invités, à savoir Et après aux éditions Fayard de M. Védrine et En immersion de Jérôme Fourquet aux éditions du Seuil. Professeur Obadia, docteur Piot, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Nicolas. J'en profite pour remercier encore la Société Medtronic pour son soutien et nous laisser l'entière liberté du choix des sujets et des orateurs. Donc, je remercie beaucoup nos deux orateurs de ce soir qui vont donc traiter sur un peu les dessous des cartes de cette pandémie. On a la chance d'avoir M. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui va nous parler des rivalités entre les grandes puissances, et puis M. Jérôme Fourquet de l'IFOP, qui va nous parler de la crise de l'évaluation et des fractures françaises dans le contexte de la pandémie. Donc, je passe tout de suite la parole à Monsieur Hubert Védrine. Monsieur, merci, et c'est à vous. Vous m'entendez là, il y a le micro? Oui. Bon, d'abord, merci de votre invitation, mais merci à ceux qui ont organisé cette rencontre virtuelle. Dans le bref exposé que je ferai, je vais développer 5 points. Premier point, c'est très rapide, c'est qu'il est beaucoup trop tôt pour conclure, en fait. Pour conclure sur l'évolution de la pandémie, vous le savez mieux que moi, sur la suite, et même sur l'évolution des rapports de puissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans doute l'an prochain, on y verra plus clair. Ça, c'est une précaution, c'est mon premier point. Deuxièmement, il y avait énormément de choses qui étaient déjà modifiées avant, en fait. Avant, je veux dire que pour les observateurs attentifs, c'était déjà clair avant que le monde n'était pas dans ce que les Européens ont espéré pendant 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une communauté internationale. Elle n'existe pas encore, c'est un objectif. Elle est à construire. Donc déjà dans ce monde-là, il y avait une rivalité très visible États-Unis-Chine, qui a démarré quand Xi Jinping a modifié la ligne qui avait été fixée par Deng Xiaoping. Je ne vois pas Trump a répondu avec sa balourdise, mais il a quand même fait éclater le consensus américain sur la ligne d'avant, de compromis. Ça existait déjà. Le fait que la Russie soit déjà réussi à rester dans le jeu avec ce que j'appelle une capacité de nuisance résiduelle périphérique, c'était déjà visible avant. Le chaos au Proche-Moyen-Orient, aucune puissance régionale ne peut l'emporter complètement, aucune puissance extérieure ne peut discipliner cette région, c'était déjà vrai avant, en fait. Bon, la guerre quasiment mondiale, en tout cas dans l'ensemble de l'islam sunnite, entre l'immense majorité des musulmans et la micro-minorité terroriste, était déjà installée. Nous, on est des victimes collatérales, en fait, périphériques. Donc, tout ça existait. Plus l'hésitation des Européens qui, sans arrêt, se demandent comment réagir, est-ce qu'il faut qu'ils se transforment en une sorte de puissance, ce qui fait peur à la plupart des peuples européens. Donc, il y avait un tableau qu'il ne faut pas oublier. Quand on se concentre sur la pandémie, et un autre élément, c'est que le retrait très relatif des États-Unis des affaires du monde, à partir d'Obama, de façon sophistiquée, puis Trump, de façon brutale, la ligne est la même. On ne va pas s'occuper de tout. On va intervenir dans des cas très importants où nos intérêts vitaux sont engagés. Ça avait commencé avant. Donc, ça laisse un espace pour des puissances de première, deuxième, troisième catégorie qui ne sont pas contentes de l'organisation actuelle, donc qui sont révisionnistes au sens propre du terme. Par exemple, la Turquie. Mais la Turquie qui veut tout réviser depuis le traité, même pas de Lausanne, le traité de Sèvres, il faut remonter avant, etc. Donc, plus la Chine, plus des tas de puissances qu'on a moins à l'esprit, mais qui veulent pousser leur pion. Tout ça, ça existait avant. Je viens à mon troisième point, l'irruption de la pandémie. Archi prévisible, archi prévue, mais l'humanité ne pouvait pas remettre en cause
la façon de mondialiser des 30 dernières années jusqu'à ce qu'il y ait cet événement traumatique, qui est le premier traumatisme global de l'humanité. Jamais l'humanité n'a eu peur de la même chose en même temps. Donc ça va laisser des traces que je ne suis pas sûr, mais des traces anthropologiques. Mais puisque la question c'est l'exacerbation des relations, alors où est-ce que c'est vrai? Globalement, Chine-Occident. À partir du moment où la Chine, qui a très mal géré le début, notamment les autorités locales, mais de façon brutale, la suite, mais assez bien, il y a évidemment un discours chinois que vous entendez consistant mais à dire notre système marche mieux. Ça va dans le sens de ce que disait Xi Jinping avant. La Chine n'est pas simplement un pays qui va s'affirmer comme émergent, qui voudrait être numéro un jour, mais un pays qui dit notre système est meilleur. Ça, les Occidentaux, ils n'ont pas entendu ça depuis 3 siècles. Donc, il y avait l'affaire de la guerre froide, bien sûr, mais c'est complètement perturbant, inquiétant du point de vue occidental et notamment américain. Donc, ça exacerbe ça c'est clair. Chine, Occident en général. À l'intérieur de ça, il y a Chine, États-Unis, avec le bras de fer sur. Donc, comme je l'ai dit, la Chine va être numéro un, les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait d'autres numéro un, naturellement, et les Européens qui sont dans l'Occident, mais qui sont écartelés. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas souhaiter la victoire de la Chine, surtout la Chine redevenue très, très, très nationaliste, mais ils ne peuvent pas non plus se mettre complètement dans les mains des États-Unis. Donc, ils veulent bien être alliés, mais je rappelle que la vieille formule pour définir la politique étrangère de la Ve République par rapport aux États-Unis, c'est amis, alliés, mais pas alignés. Là, il y a un problème classique avec les Américains, pour qui un allié doit être aligné. Donc, il y a tout un débat, bon, c'est toute la cinquième, ça. Mais c'est plus simplement États-Unis-Europe, États-Unis-France. Il y a le jeu chinois. Donc, ça, c'est exacerbé. On peut dire aussi qu'il y a une exacerbation plus régionale, Chine-Taïwan. Et on commence à lire dans la presse asiatique qu'il se trouve à Pékin, personne n'en sait rien en fait, mais c'est des spéculations d'experts, il se trouverait à Pékin des gens se disant qu'il faut profiter du fait que l'Occident est quand même sur la défensive, un peu dans la déconfiture, que ce qui se passe aux États-Unis à travers un système électoral extravagant traduit quand même une faiblesse. Et puis, même si c'est Biden, il lui manque que 6 mandats là, pour le moment, ils vont mettre des mois à s'installer, à nommer les gens qui vont être combattus par le Sénat, rester républicains. Enfin, il peut y avoir des Chinois qui se disent c'est le moment de pousser les pions. Les raisonnements que peuvent faire dans d'autres domaines, Netanyahou, les Saoudiens, les Émiratis, les Iraniens à l'envers avec la Chine, bref, 5, 10, 15 puissances à droite à gauche, ils peuvent se dire qu'il faut en profiter. Donc, c'est non seulement exacerbé, mais c'est un défi qui va durer, notamment si je reviens à mon point numéro 1 qui est la Chine, puisque si c'est Biden, il va continuer. Il y a vraiment un consensus, d'autant que pour remonter la pente, les démocrates ont essayé de récupérer le vote des électeurs ouvriers blancs du Middle West qui avaient tous été chez Trump. Donc, ça ne va pas être le contraire. Donc, si c'est Biden, ce n'est pas le retour à Clinton, ni à Obama. C'est encore autre chose. Le Trumpisme est une force installée. C'est au moins la moitié de l'Amérique. Vous avez vu, même géographiquement, c'est frappant. C'est tout le centre, etc. Donc, dans les aspects exacerbés par la pandémie, c'est ça qui domine. Je n'entre pas dans le détail de ce qu'on pourrait prendre chaque région du monde. Alors, il y a des tas de pays qui s'en sortent un peu mieux, un peu plus mal. Mais 3 mois après, c'est le contraire. Donc, on ne sait pas. Mais il y aura évidemment une sorte de décrochage dans les classements et le tableau ne sera pas exactement dans un an celui qu'on avait en tête avant. Mais il n'y a pas de bouleversement global, sauf l'exacerbation, comme je l'ai dit, Chine-Occident, Chine-États-Unis. Mon quatrième point, si c'est Biden, le ton sera complètement différent. Et évidemment, ce serait très positif qu'il revienne dans les accords de Paris, qu'il débloque l'OMC, qu'il revienne dans l'OMS, dont on aura besoin l'an prochain pour faire une évaluation systématique de toutes les politiques dans le monde entier, qu'il relance avec l'Europe l'accord sur l'Iran, très bien. Mais l'Amérique, c'est l'Amérique quand même. Et ce n'est pas Trump qui a inventé les sanctions extraterritoriales. Donc on peut avoir une Amérique apparemment plus proche, en tout cas plus polie, enfin, normalement polie, disons, qui enthousiasmerait les Européens pendant 3 mois, 6 mois, sauf les Polonais qui sont déçus. Mais après, on retombe sur quelque chose de dur. Alors, ce n'est pas une exacerbation, au contraire, c'est une atténuation sur le plan de la forme de la courtoisie internationale. Mais les États-Unis, s'ils reviennent dans le jeu, c'est pour rétablir leur leadership et pour amener les Européens à les soutenir dans le défi face à la Chine. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais vous voyez,
ça va poser des problèmes extrêmement compliqués aux Européens, aux gouvernements et aux entreprises. Donc, mon dernier point, qui est le cinquième, puisqu'il faut aller vite pour qu'on ait un échange, c'est que c'est un moment historique pour les Européens, en fait. Or, les Européens, vous le voyez bien dans les débats que vous écoutez, par rapport aux États-Unis, sont fascinés, sont subjugués. On en est à 4 générations de gens qui ont vécu dans cette reconnaissance, fascination, communauté atlantique, etc. Bon, c'est le monde créé par Hollywood et compagnie. Bon. C'est très compliqué pour les Européens d'aujourd'hui de sortir de cette psychologie de spectateur ou de groupie, pour l'un ou pour l'autre. Alors que la vraie question pour les Européens, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si c'est Trump malgré tout, comment on fait pour travailler sur les questions mondiales quand même sans lui, en allant plus loin que les petites évolutions de l'Europe que le président français finit par obtenir un peu avec Mme Merkel, la Commission sur certains sujets. Et les autres Européens ont fait preuve d'une capacité d'inertie très remarquable par rapport à ça, alors qu'il y avait le repoussoir Trump, qui ne les a pas fait bouger beaucoup. Donc si c'est Trump quand même au finish, qu'est-ce qu'on fait quand même sans eux? En tout cas sans lui. En matière écologique, il y a plein d'autres forces aux États-Unis, sans lui. Si c'est Biden, la question est de ne pas s'en tenir à un soulagement énorme, démobilisateur, avec des tas, 10 000 articles disant c'est merveilleux, l'horrible Trump a été envoyé chez lui, on n'en voit plus, etc. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les Européens attendent, il ne faudrait pas que les Européens attendent, mais il faut qu'ils aient un agenda européen, en disant à Biden et aux démocrates, on est heureux que vous soyez là, c'est merveilleux, on va pouvoir recommencer à discuter normalement, il faut qu'il y ait une liste de sujets. Et sur chacun des points que j'ai évoqués, je ne vais pas reprendre OMC et compagnie, OMS, non, d'accord, Paris, il peut y avoir une approche européenne pour discuter. Donc il ne s'agit pas de dire simplement notre champion a gagné, formidable, on rentre chez nous. Donc ça, c'est mon dernier point, et en termes pratiques, c'est le plus important pour les Européens dans les semaines, voire les 3 ou 6 mois qui arrivent. Voilà. François? Écoutez, merci M. Védrine de cette intervention tout à fait claire, et c'est vrai que autant qu'on peut l'être en si peu de temps. J'avais quelques questions, bien sûr, et puis on relaiera celles qui nous sont adressées par les auditeurs. Je voudrais revenir sur votre point 3, où vous dites que cette crise était prévisible. En fait, ce qui me semble nouveau, c'est moins la survenue d'une épidémie. Après tout, on avait eu la grippe de Hong Kong avec déjà 30 000 décès en France, mais à l'époque, c'était passé quasiment inaperçu. Donc, ce qui est nouveau, c'est moins l'épidémie elle-même que l'intolérance des populations et ce respect de la vie biologique qui semble érigé en dogme avec une exigence croissante de soins, des conséquences économiques galopantes. Est-ce que c'est possible d'aborder ce sujet quand on est un homme politique? Parce qu'aujourd'hui, un homme politique qui parlerait de ça, il aurait guère de chance de se faire réélire. Parler de la fin de vie, parler de l'acceptation, de la contingence, est-ce que c'est accessible aux politiques, finalement, une psychologie des foules, pourrait-on dire? Alors, d'abord, la prévision était plus nette que dans le cas de Hong Kong et compagnie. Parce que quand on reprend les documents CIA et autres, ils annoncent une pandémie respiratoire grave avec une propagation rapide dans le monde, parce qu'on n'est pas capable d'empêcher les gens de renoncer au mouvement brownien qui caractérise l'époque, vous voyez. Donc, ils parlent d'un truc à grande échelle. Donc, c'était plus prévu que les autres. Deuxièmement, on a constaté, mais vous comme moi, on a constaté que même les régimes qui, du point de vue européen, sont des sortes de dictatures, du moins la Chine, par exemple, même ces pays ne peuvent pas dire la santé humaine, c'est secondaire parce qu'il n'y a que l'économie qui compte, même eux. Oui. Et même les capitalistes les plus féroces, l'emploi du terme capitaliste en France est totalement absurde, mais enfin bon, même les gens qui mettent en tête l'économie ou les intérêts financiers ont dû dire il y a quand même une demande. Donc même Trump, même Bolsonaro n'ont pas pu ignorer complètement ça. À la limite, ceux qui contestent le plus la prise en compte de la santé publique, c'est des milieux, on va dire, européens, un peu libertaires, un peu anards à la limite, en tout cas festifs, et qui considèrent qu'on doit pouvoir aller au café à n'importe quelle heure, ça fait partie des droits de l'homme fondamentaux. Bon, mais c'est minoritaire, c'est à l'échelle du monde. Donc tous les gouvernements dans le monde ont constaté ça. On peut considérer que c'est un progrès,
un progrès humain, un progrès humaniste, on va dire. Je vous interrogeais plus sur les limites de cette tendance. Comment on peut Oui, gérer? Parce qu'il y a à l'évidence une outrance. oui, c'est vous qui le dites, mais aucun gouvernement n'a dit « je m'occupe que de la santé publique ». Et aucun autre n'a dit « je m'occupe que de l'économie ». Donc, ils ont tous essayé de trouver un cocktail. Alors, dans l'improvisation et la confusion au début du confinement, le premier, parce que ce n'était pas préparé, et après, ils cherchaient à ajuster sans arrêt. Et tout ce qui est considéré comme du pilotage à vue par la France, mais c'est ce qu'on dit en Angleterre aussi. Johnson est à peu près partout, en fait. Tous ceux qui ont dit on va jouer l'immunité collective parce qu'il faut que l'économie marche, ils ont presque tous reconfiné après. Donc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est pas noir et blanc, on peut contester l'équilibre actuel et on voit bien qu'il faut le modifier chaque jour. Mais en tout cas, on n'y peut rien. Ce n'est pas uniquement une question de politique ou pas politique, parce que je vous dis, même dans les régimes autoritaires, ils ont été obligés de l'intégrer. Donc, ce n'est pas la pression classique de l'homme politique ou du sondage sur le dirigeant. Alors, l'état de l'humanité. Alors justement, comment vient et vous l'abordez dans votre ouvrage d'ailleurs, comment vient l'évaluation de ces différentes politiques? On a vu qu'il y a une demande d'État qui a été galopante, qui a été énorme. Et comment vient l'évaluation que vous développez à différents niveaux, national, international, etc. Comment elle peut se mettre en place? Une évaluation, on va dire, raisonnable pour faire avancer peut-être la gestion des prochaines crises, plutôt qu'une évaluation un peu hystérique qui cherche des coupables à tout prix. Alors, d'abord, la demande d'État, vous avez raison. Et vous avez remarqué que même en Europe, même dans les pays les plus sincèrement européens, il n'y a pas eu la demande que tout ça soit géré par un commissaire européen. Les gens se sont tournés vers les maires, la région, le gouvernement national, éventuellement pour l'engueuler, mais après, ils demandent une meilleure coopération au niveau européen, mais c'est une demande d'État au sens classique. Bon. L'évaluation, étant donné que les virologues, que vous lisez comme moi, disent que ça va inévitablement recommencer. Je ne parle pas de la troisième vague ou de la deuxième. Ils disent que c'est les mêmes raisons, la surpopulation, le développement, la déforestation, la circulation dans tous les sens, donc il y en aura d'autres. Bon. Les virologues disent tout ça. Donc, c'est très important. Pas tout de suite, on serait incapable aujourd'hui, parce que les règlements de compte internes à chaque pays ou à chaque gouvernement sont dominants. Et je pense que l'an prochain, par exemple, il faudrait, dans une OMS revigorée, si c'est Biden, les Américains reviennent. Et les autres font pression pour que les Chinois ne bloquent pas l'OMS. Une évaluation pendant plusieurs mois, systématique, peut-être à partir d'une grille d'évaluation élaborée par l'OMS, de la politique de chaque gouvernement sur la surveillance de l'apparition d'un virus dangereux, l'information, avec quelle transparence, dans quel délai. Après, les mesures de confinement, il y en a plein. Les mesures de déconfinement, il y en a plein. De reconfinement, il y en a plein, etc. Puis après, il y aura éventuellement la comparaison des bonnes pratiques en termes thérapeutiques. Vous savez mieux que moi à quel point ça a changé en quelques mois. Éventuellement, un vaccin qui protégerait un peu. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire maintenant. Ça n'aboutirait pas. Il faudrait que tout ça soit fait et aboutisse à une sorte de code de bonne conduite ou de bonne practice qui soit élaboré par l'OMS et répandu dans le monde entier pour faire face à un épisode après. Et je pense que si c'est un mouvement général, même ceux qui, dans chaque pays, veulent simplement se venger du gouvernement ou tenter des procédures judiciaires contre des médecins ou des ministres, ils sont dépassés par l'évidence de ce que je dis. Mais c'est un peu trop tôt, là. Oui, dans votre livre, vous faites bien attention à dire que dans l'évaluation, vous voulez éviter les règlements de compte, les polémiques. Est-ce que vous pensez que les différentes nations se prêteront à cette évaluation? Et là, vous vous adressez à un public de médecins. On a l'habitude des évaluations. Le thermomètre, ça ne suffit pas. La mortalité liée au Covid n'est qu'un paramètre. Comment imaginez-vous l'acceptabilité de cette évaluation et les modalités? Si l'OMS est relancé, ou si un groupe, disons, de 10 à 15 pays, européens, asiatiques, etc., et d'autres, lance cette idée, c'est impossible d'y résister après. Oui. Parce que les gouvernements qui diront « moi, je ne fais pas ça », ils sont quand même, ils vont se fragiliser. Quand les gens qui veulent simplement traîner en justice le ministre de la Santé, je ne sais pas quoi, de la Gambie ou de la Mongolie, ils ont l'air vraiment bornés, ridicules, ce n'est pas le sujet. Donc, je pense qu'on peut lancer, ce n'est pas impossible. On ne va pas attendre de faire l'Assemblée générale de l'OMS pour que tout le monde soit d'accord. Il faut lancer un mouvement. Dès lors qu'il y aura
une quinzaine de pays européens, africains, asiatiques, américains qui diront « moi, je fais ça, j'accepte la grille d'évaluation et je fais ça », je pense que c'est imparable. Imparable, et ça sera ressenti très nécessaire par l'ensemble des professionnels de santé. Dans le monde entier, ça fait du monde quand même. Oui, bien sûr. Dans votre livre, vous mettez un parallèle très net avec l'écologie. Vous avez ce terme d'écologisation que vous allez sans doute expliquer. Et quel est le lien vraiment comment vous insistez là-dessus entre le Covid et justement l'écologie et sa dynamique? Alors, le lien le plus clair, il vient des virologues que j'ai cités. Si on prend les travaux des virologues que j'ai regardés d'un peu près, indépendamment des débats entre épidémiologistes ou des débats entre médecins sur les thérapeutiques, le masque et compagnie. Bon. Les virologues, ils disent la déforestation massive déconfine les virus. Alors, moi, je ne suis pas virologue. Ouais. Je sais bien qu'il y a l'hypothèse d'un virus qui est sorti des marchés, le premier marché, deuxième marché, le premier labo de Wuhan ou le second peut-être. Les virologues, ils parlent des épidémies qui se sont développées depuis 30 ans, 30 ou 40 ans, en fait. Bon. Donc là, il y a un lien. Et il y a quand même beaucoup d'articles, mais ce n'est pas grand public, ce n'est pas dans les débats télévisés, etc. Il y a quand même beaucoup d'écologistes, je parle des écologistes sérieux, les scientifiques. Bon. Il y a beaucoup d'écologistes sérieux et virologues qui sont d'accord là-dessus, en disant qu'il faut quand même reprendre en main notamment l'activité agricole mondiale. Et c'est ça qui m'amène à reprendre un terme inventé par un sociologue, M. Latour, il y a longtemps, l'écologisation, qui est plus parlant qu'écologique, est un terme statique. C'est comme industrialisation. L'écologisation, c'est un processus qui, à mon avis, va s'imposer absolument dans le monde entier. Et il n'y aura pas. L'avantage de ce terme, c'est que c'est une dynamique. Donc, il n'y a pas les bons écologistes contre tous les autres qui sont des salauds. Et on aboutit à des positions des écologistes politiques qui débouchent sur rien et qui antagonisent, etc. Si c'est un processus d'écologisation de l'agriculture, de l'industrie, du transport, ceci, cela. D'ailleurs, dans le monde économique, les gens sont très avancés là-dessus. Les gens en débattent sur un plan théorique, mais il n'y a quasiment aucun chef d'entreprise d'une entreprise globale dans le monde qui dit « moi, je m'en fiche ». Ils sont en train de discuter sur les délais. Mais le débat n'est pas du tout le même. Un peu comme dans l'agriculture, les néocotinoïdes, on ne peut peut-être pas s'en passer tout de suite, mais qu'est-ce qu'on peut faire en 5 ans? Donc, l'avantage de ce terme, et qui est lié au sujet donc, par l'histoire de la déforestation, c'est qu'il introduit une dynamique générale avec des milliers de batailles dans les 30 ans qui viennent, mais sur le rythme et les modalités. Et progressivement, c'est ma conviction, ce que j'appelle l'écologisation sera le moteur de la croissance de demain, en fait, du genre panneaux solaires, etc. Évidemment, il ne faut pas avoir l'approche des écologistes politiques en Europe. Ils veulent tout arrêter, ils sont contre tout ça, mais ils n'ont aucune solution à tout ça, en fait. Okay. Donc, il y a un petit lien avec la santé publique, mais c'est un lien important parce que si ça permet de mieux prévenir les tragédies de l'avenir, c'est quand même important. J'aurais une dernière question. On a pris quelques questions déjà des auditeurs, mais je voudrais en mixer 2-3. C'est les relations, c'est l'Europe. C'est-à-dire vous avez parlé beaucoup de l'exacerbation des rivalités. Et finalement, est-ce que, si on peut avoir une vue peut-être un peu plus optimiste, c'est peut-être que l'Europe, elle a montré peut-être une forme de solidarité qui était un peu inédite ou qui n'était peut-être pas attendue aussi forte sur les plans de relance, etc. Est-ce que ça peut se déboucher après sur une voie particulière par rapport justement aux autres grandes puissances, les États-Unis, l'USA, la Russie, etc. Donc, j'ai essayé de mixer 2-3 questions là, des auditeurs. J'espère qu'ils ne voudront pas d'avoir mêlé un peu les différentes questions, mais le sujet était plus ou moins le même. D'accord, mais pour le moment, les Européens ne veulent pas devenir une puissance. Ça leur fiche la trouille. Donc, ouais. Les Européens, sauf les Français qui préconisent des choses que les autres ne suivent pas, ça fait des décennies que c'est comme ça. Hein. Les autres, ils veulent rester protégés par les États-Unis. Ils ne veulent pas devenir une puissance. Et même s'ils s'aperçoivent que ni le Congrès américain, ni Poutine, ni la Chine, ni les Turcs, ni Netanyahou, ni les Saoudiens, etc., ne respectent beaucoup l'Europe, ils disent, bon, c'est pas grave. Bon. Donc, il y a un problème de déclic mental qui manque de la part des Européens. Par rapport à... Il ne s'agit pas de changer les traités. On ne va plus changer les traités. Hein. Bon. Donc, du côté européen, il faut trouver le juste équilibre. Les reproches faits à l'Europe ne sont pas fondés. L'Europe n'a pas de compétences particulières en matière sanitaire. Et j'ai relevé tout à l'heure qu'il n'y a pas de demande des foules dans ce sens. Hein. Donc, ce n'est pas fondé. Dans l'affaire qui
dans les domaines où l'Europe a des compétences dans le domaine économique, la commission de Mme von der Leyen a bien réagi. Le premier plan est pas mal, son Green Deal. La réaction franco-allemande est pas mal, mais il ne faut pas non plus l'idéaliser. Il n'y a pas de couple franco-allemand, il n'y en a plus depuis la réunification. Mais comme, à un moment donné, quand l'Allemagne prend conscience que l'effondrement à cause de la pandémie de l'industrie de l'Italie du Nord va foutre en l'air l'industrie automobile allemande, les Allemands qui sont quand même pragmatiques, ils disent on va bouger. Donc ils bougent sur les questions du 3%, ils bougent sur la question d'une petite mutualisation des dettes. Et la France saisit la balle au bon. C'est bien, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ce n'est pas la peine de refabriquer une Europe illusoire par rapport à ça. Ce n'est pas l'Europe qui va gérer toutes ces questions dans l'avenir. Elle peut intervenir sur les socs stratégiques, sur la coopération entre des régions transfrontalières, sur la, etc. Bon, il y a des trucs. Et ce n'est pas elle qui va répondre à tout. Il ne faut pas... dans l'affaire européenne, il y a une grande partie de ce qu'on appelle à tort le populisme, qui est un décrochage des classes populaires et des classes moyennes par rapport à l'Europe, qui est la rançon à payer pour des illusions. L'Europe va tout régler. L'Europe a réponse à tout. C'est complètement idiot. Même les gouvernements nationaux n'ont pas réponse à tout. Donc, je pense qu'il y a c'est une occasion liée en effet au choc pandémique pour redéfinir de façon raisonnable ce qu'on attend de l'Europe et ce qu'on attend des États, et ce qu'on attend des régions, ce qu'on attend des gens et des entreprises, etc. C'est d'ailleurs ce que disait Jacques Delors, le grand Européen par excellence, quand il parlait de subsidiarité il y a 30 ans. Quand il disait ça, c'était pour calmer ses services qui étaient agités d'une rage réglementaire. Il voulait tout réglementer. Ce n'est pas le mandat donné à l'Union européenne. Et le niveau européen sera mieux compris dans l'avenir par les gens qui ont décroché si on voit que c'est une valeur ajoutée. S'ils veulent se substituer aux États, régions et compagnie, ça ne marche pas. Donc, tout ça, c'est en germe depuis des années. On aurait pu en parler à une autre occasion. Mais la pandémie, c'est tellement violent, c'est tellement inquiétant. On est en plus, même s'il y a une exagération, une disproportion, etc., ça c'est possible. Mais c'est tellement concentré sur l'Europe en même temps que c'est une occasion à saisir, une opportunité pour repenser la question, disons, le rôle de l'Europe dans les années qui viennent. Donc, écoutez, on ne va pas attendre que de l'Europe. En tous les cas, merci. C'est presque des mots de conclusion, en tous les cas optimistes. Merci d'avoir ce sourire. Volontariste. Oui, volontariste. Pragmatique. Ouais. Vous restez avec nous, bien sûr. Et puis, je reste 3 minutes. Oui. Comme cela a été prévu. Nous allons maintenant passer la parole à Jérôme Fourquet. Vous êtes directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. On vous connaît beaucoup sur les plateaux puisque les lendemains des élections, vous êtes un de ceux qui nous donnent accès rapidement en France, plus rapidement qu'aux États-Unis, aux résultats de nos élections. Merci donc pour cela. Aujourd'hui, nous vous écoutons. Vous avez fait en particulier une étude longitudinale en suivant une trentaine de patients Covid. Vous êtes plutôt habitué au grand nombre, mais là, vous êtes concentré sur une étude longitudinale un petit peu différente et c'est de ça que vous allez nous parler. Nous vous écoutons avec attention, Monsieur Jérôme Fourquet. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Alors, d'abord, juste un petit point de méthode sur la méthodologie que nous avons employée pour suivre l'évolution et les réactions de l'opinion pendant la période de confinement. On a utilisé nos outils classiques, à savoir des sondages quantitatifs auprès d'échantillons de 1000 à 2000 personnes. Et puis, de manière plus inédite, nous avons suivi une cohorte d'une trentaine d'individus, qui n'étaient pas patients Covid, qui étaient dispersés un peu partout en France, appartenant à différentes catégories sociales et différentes tranches d'âge. Et on s'est immergé un petit peu dans un espèce de bocal avec eux pendant ce confinement pour voir comment, de l'intérieur, ils avaient vécu le confinement et comment ils avaient traversé cette période. Et ils nous ont rempli jour après jour des cahiers de confinement qu'on a analysés. Et c'est en partie tout ça qui est retranscrit dans le livre En immersion. Alors, pour revenir sur le thème de la crise de l'évaluation et l'impact du Covid, j'aborderai 3 points. Tout d'abord, quel impact sur les fractures françaises, sur ce que j'ai appelé l'archipélisation de la société. Deuxième point, sur une crise de l'évaluation, s'inscrire un petit peu en faux
contre le discours du « rien ne sera jamais plus comme avant » qu'on a beaucoup entendu au début du premier confinement. Et puis, en conclusion, un autre point qui sans doute vous intéressera plus particulièrement encore compte tenu de la forte représentation du corps médical dans l'auditoire, c'est quelle est l'image et le rapport de l'opinion publique au monde de la recherche scientifique et de la recherche scientifique médicale en particulier. Alors, premier point sur l'archipélisation de la société française, on peut défendre la thèse selon laquelle ce Covid, de par l'épreuve collective qu'elle a constituée, aurait ressoudé les liens entre les différentes îles de l'archipel qui composent la société française. On se souvient de l'applaudissement à 20h au balcon pour les soignants, mais également de l'hommage appuyé du plus haut sommet de l'État jusqu'à l'homme de la rue pour ce qu'on appelait les fameuses premières lignes, les premiers de corvée, ceux qui remplissaient les rayonnages de nos magasins, ceux qui continuaient d'assurer les services vitaux. Donc ça a fonctionné plutôt bien au début du confinement. Mais on peut aussi défendre la thèse sur la durée que, en fait, cette crise du Covid et ce confinement ont joué un petit peu plutôt comme un révélateur au sens chimique ou photographique du terme de l'état des fractures françaises. Je prendrai juste 2 exemples pour aller rapidement là-dessus. Encore une fois, sur la première période de confinement, mais ce qui n'est pas sans incidence sur la deuxième, comme on va le voir, la question de la fracture éducative, avec toute la problématique des décrocheurs scolaires qui ont été beaucoup plus pénalisés dans certains milieux que dans d'autres. Et c'est d'ailleurs ça qui, sans doute, a présidé au choix qui a été fait pour cette deuxième période de confinement de laisser les écoles ouvertes pour éviter justement qu'on accroisse encore davantage les écarts au niveau scolaire. Deuxième exemple de fractures qui étaient là aussi préexistantes et qui ont été révélées par cette crise, celles qui existent dans notre monde du travail, entre des salariés qui sont relativement protégés, pas au sens sanitaire du terme, mais au sens social et économique, en termes de perspectives d'emploi, les fonctionnaires, les employés des grands groupes, versus tous les salariés de la sous-traitance, des petites entreprises et bien évidemment les indépendants et les commerçants et artisans qui sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Donc tout ça existait avant et a été révélé ou remis en lumière par la crise du Covid. Dernier exemple sur ce thème de la révélation d'un certain nombre de fractures. Vous vous souvenez sans doute des polémiques homériques autour de la chloroquine et de son principal défenseur, le professeur Raoult. On a là quelque chose de très intéressant, nous, du point de vue de l'opinion, puisque c'est un débat qui a animé la société française de manière totalement inédite, totalement contingente, puisque c'était en lien avec cette crise du Covid. Personne dans le grand public n'avait vraiment entendu parler de chloroquine jusque-là. Et nous avons eu 2 camps qui se sont dessinés assez rapidement, les pros et les anti. Et ce qui nous a beaucoup intéressé à l'IFOP, c'est quand on a analysé, on avait un peu une idée derrière la tête, je le concède, quand on a analysé la sociologie des soutiens et des opposants au professeur Raoult, on a vu qu'on retrouvait une ligne de clivage que nous connaissions bien, c'est-à-dire que peu ou prou, la France qui s'était reconnue, qui avait plutôt soutenu le mouvement des Gilets jaunes, je vais vite, a plutôt emboîté le pas au professeur Raoult, et ceux qui avaient été les plus distants ou les plus critiques vis-à-vis de ce mouvement des Gilets jaunes, de manière quasi instinctive, ont pris le parti de ses détracteurs. Et donc c'est intéressant aussi de voir que sur un sujet comme celui-ci, qui était totalement non défriché préalablement, eh bien, on est venu se repositionner sur des lignes de faille qui étaient déjà préexistantes. Alors, tout ça n'est pas complètement le fait du hasard, bien évidemment, puisque le professeur Raoult et un certain nombre de ses soutiens avaient enfourché le discours assez classique de Paris contre la province, la dénonciation d'un certain nombre d'élites établies ou de pseudo-élites, etc., etc. Mais donc, on voit que ces césures qui existent, eh bien, comme le disait Hubert Védrine tout à l'heure, un certain nombre de choses préexistaient au Covid et ont été réactivées ou remis en lumière à l'occasion de cette crise. Le deuxième point que je voudrais traiter avec vous, plus en lien explicitement avec le titre de l'intervention sur laquelle vous m'avez demandé
d'intervenir, c'est sur une crise de l'évaluation. Donc, quel diagnostic sur l'après? Alors, vous vous en souvenez, assez rapidement, dans les premières semaines du confinement, on a vu fleurir un grand nombre de tribunes de presse et de nombreux philosophes, sociologues ou autres nous ont expliqué que rien ne serait jamais plus comme avant, hein, qu'il y aurait un avant et un après Covid, que tout allait changer, que le fait que 3 milliards d'individus aient été confinés en même temps allait produire bien évidemment des effets. Alors, il ne s'agit pas de dire que tout va repartir comme à l'identique, bien évidemment. La crise du Covid qui n'est pas terminée nous lègue une déflagration économique et sociale sans précédent. Et donc, bien évidemment, la société française de la fin d'année 2020, sur le plan économique et social, n'est pas celle du début d'année avant l'irruption du virus. Pour autant, sur un certain nombre de grands considérants d'opinion que nous suivons, nous, au quotidien à l'IFOP, nous avons plus le sentiment qu'on est comme une espèce de Monsieur Fourquet, je crois qu'on ne vous entend plus là. Monsieur Fourquet, on a un problème de connexion. Je pense qu'on va... Est-ce que Caroline peut régler le problème, qui est en charge de la logistique? Ouais, c'est un peu comme dans les réunions quand le micro est coupé ou quand on ne peut plus projeter les diapos. Donc là, on est un peu dans du connu, mais on va remettre ça très vite. Monsieur Fourquet est en train de revenir manifestement. Ouais, il va devoir partir dans quelques secondes. Si la connexion est difficile, il faudra lui conseiller de retirer sa caméra. C'est tout. Donc, profitez de poser des questions. Voilà. Alors, vous entend bien. Vous m'entendez ou pas? Là, on est revenu. Parfait. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, donc, voilà. Donc, c'est le côté un peu cocasse au moment où je parlais de la digitalisation de nos modes de vie. J'étais censuré par Zoom. Et donc, je m'en excuse. Donc, sur l'accélération d'un certain nombre de tendances, donc je parlais de justement la digitalisation. Nous en sommes la preuve vivante ce soir, mais plus sérieusement, regardons ce qui se passe en perspective, la progression aussi sans doute de la télémédecine. Donc, on a l'accélération de cette tendance. Deuxième tendance, qui était déjà préexistante, qu'on voyait nous dans nos enquêtes, une très forte appétence et une prime pour tout ce qui est local, circuit court et réseau de proximité. Ça a été encore amplifié et renforcé par l'épidémie de Covid. Et puis, troisième point, et là encore, en écho avec ce que disait Hubert Védrine, une sensibilité accrue à la cause environnementale. Alors, tout ça était déjà préexistant avant la crise du Covid, mais ça a été amplifié très fortement à l'occasion de cette crise, avec comme illustration parmi d'autres la victoire de listes écologistes dans une dizaine de grandes villes françaises. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi une crise sanitaire déboucherait-elle sur une sensibilité accrue de l'opinion sur les questions environnementales. Eh bien, là encore, pour rebondir sur ce que disait Hubert Védrine, cela s'explique par le fait que, d'après ce que nous avons vu dans nos enquêtes, toute une partie de la population française, mais je pense que ça vaut également dans les autres sociétés occidentales et ailleurs également, toute une partie de ces sociétés ont lu la crise du Covid au travers du prisme d'une grille écologique. C'est-à-dire que cette pandémie a été rendue possible par nos modes de vie, nos modes de production et de consommation. Pour faire court, la déstabilisation d'un certain nombre d'écosystèmes, Hubert Védrine parlait de la déforestation, la surexploitation d'un certain nombre de ressources naturelles, la multiplication des échanges
des transports de marchandises et des voyages de personnes tout autour de la Terre. Tout ça a été perçu comme étant le terreau qui a favorisé le surgissement et l'extraordinaire propagation du virus par toute une partie de la population. Et donc, la sensibilité écologique qui était déjà présente dans la société française s'en est trouvée très fortement accrue, avec un point, je pense, qui, là aussi, vous intéressera tout particulièrement, l'intrication de plus en plus forte qui est faite dans l'opinion publique entre les problématiques environnementales et les problématiques de santé. Alors, on avait eu ça avec les particules fines, on l'avait eu avec les perturbateurs endocriniens, on l'avait eu également avec le débat sur les OGM, on l'a aujourd'hui avec cette question de la dégradation des milieux naturels et des écosystèmes comme cause première du développement des pandémies. Donc tout ça a été en gestation, a été très fortement accéléré ou boosté par cet incubateur géant ou accélérateur de tendance qu'a été le confinement et la pandémie. Alors pour terminer, j'aborderai un troisième point, plus particulier celui-là, qui est celui du rapport qu'entretiennent les Français avec la recherche scientifique et plus exactement la recherche médicale. Alors là aussi, le Covid et la période de confinement ont eu une fonction très particulière, c'est-à-dire que cela a fonctionné comme une mise à niveau à échelle d'un pays entier en matière épistémologique sur le fonctionnement de la recherche scientifique. Et tout ça a énormément déstabilisé nos compatriotes parce que autant ils sont habitués depuis longtemps maintenant à voir sur les plateaux ou dans les tribunes des journaux s'affronter ou s'écharper des sociologues, des économistes, en gros des gens des sciences molles, autant ils considéraient que la science dure, les gens avec des blouses blanches, avec des paillasses, avec des microscopes, une fois qu'ils avaient une série de données, eh bien, la science avait parlé et qu'il y avait un consensus scientifique très fort qui existait dans la profession. Les polémiques très nombreuses, on a parlé de la chloroquine tout à l'heure, mais sur les modalités ou non du reconfinement, sur est-ce qu'il y aura un rebond, est-ce qu'il y aura une deuxième vague ou non, ont très fortement surpris et déstabilisé toute une partie de la population française. Au début à la fin du premier confinement, à quelques jours de la sortie de notre bulle protectrice, 78% des Français faisaient confiance aux experts scientifiques et aux experts médicaux pour nous aider à trouver la voie pour sortir de cette situation. Le dernier sondage que nous avons réalisé en fin de semaine dernière, cette confiance était tombée à 63%. Alors, il ne faut pas se flageller outre mesure. Beaucoup de corporations aimeraient bénéficier d'un tel niveau de confiance dans une société française qui est très défiante. Mais pour autant, on voit que toute une partie de ce crédit a quand même été érodée. Tout ça n'est pas anodin et peut expliquer notamment la relative acceptation résignée de l'opinion publique aux mesures de restriction des libertés qui ont été prises par le gouvernement récemment, un peu sous le thème du s'il faut en passer par là, et nous avons conscience que le gouvernement navigue un peu à l'aveugle car il ne sait pas forcément sur quel avis scientifique se vouer, puisque nous avons assisté au spectacle d'affrontements et de polémiques incessantes au cours des derniers mois. Et donc tout ça vient quelque part un petit peu moduler les critiques qui pourraient être adressées au gouvernement. Autre élément de modération ou d'atténuation des critiques, le fait que nos concitoyens observent aussi ce qui se passe dans les autres grands pays qui nous entourent et qu'ils constatent que ces pays sont eux aussi confrontés à un rebond plus brutal qu'attendu ou qu'annoncé de l'épidémie, et qu'ils sont face à cette situation qui s'impose à eux dans l'obligation de recourir à des mesures qui sont assez proches de celles que notre gouvernement a prises, ce qui vient encore une fois un petit peu
atténuer le mécontentement et renforcer ce climat d'acceptation résignée que nous mesurons, que nous observons aujourd'hui dans nos enquêtes. Alors, nos enquêtes sont, les résultats de nos enquêtes, plus exactement, sont fluctuants. Nous vous parlons de ce qui prévaut aujourd'hui, après quelques jours seulement de confinement. Il en sera peut-être différemment d'ici un mois, à l'annonce, par exemple, d'une prolongation du confinement de quelques semaines. Donc, voilà un petit peu, dans les délais impartis, les grands considérants que je voulais partager avec vous. Et je suis à votre disposition s'il faut apporter des précisions, des éclairages ou répondre à des questions. En tout cas, merci de votre attention et toutes mes excuses pour les incidents techniques. Merci beaucoup, Monsieur Fourquet. On vous entend très bien maintenant. On ne vous voit plus, mais on vous entend très bien. Et je pense qu'on va pouvoir, en effet, échanger sur le sujet. Alors, vous avez plutôt montré que finalement, la pandémie était un révélateur, comme vous dites, photographique des fractures en place et peut-être même les aggrave un peu si on prend en compte le fait qu'il y a un mouvement un peu général, mais la remise en question des experts, bon, qui a été quand même le fait même de beaucoup d'experts qui sont écharpés sur les plateaux télé. Mais si vous avez des évaluations de la confiance des Français dans le système de soins, parce que on a quand même un pays qui investit 11% de son produit intérieur brut dans la santé, on est un peu plus que d'autres pays européens, on est comme l'Allemagne, on regarde toujours l'Allemagne en disant ils ont beaucoup de lits en réanimation, etc. Est-ce que vous avez pu mesurer cette confiance dans le système de soins? Donc, pas dans les experts, mais dans ceux qui sont dans les mains dans le charbon, on va dire. Alors, la confiance demeure très élevée dans les professionnels de santé, les fameuses blouses blanches. Et donc, on en a eu une illustration avec les applaudissements à 20h, mais on l'a vu aussi, nous, dans nos enquêtes. Cela étant, si les Français ont accordé toute leur sympathie, leur soutien et leur admiration au personnel soignant, ils ont été beaucoup plus déstabilisés, encore une fois, et assez sidérés au début de la pandémie par le surgissement justement du virus. Et vous vous souvenez que le président de la République avait comparé la situation que nous vivions à celle d'une guerre. Et donc, toutes choses étant égales par ailleurs, on peut dire que les Français à ce moment-là étaient un peu dans l'état de sidération qu'avait décrit Marc Bloch dans son livre magnifique L'étrange défaite sur la déroute de 1940. Et donc, pour revenir à votre question, on avait le sentiment en France qu'on était protégé par une ligne Maginot-Sanitaire, qui était notre système de santé, qu'il était le meilleur du monde. D'ailleurs, il nous coûtait très cher et qu'il était, pour reprendre la métaphore, inviolable et infranchissable. Et le fait que nous ayons failli être à terre en quelques jours seulement, en dépit du dévouement, de l'abnégation de ces premières lignes et de ces médecins et personnels de santé, a énormément déstabilisé et questionné les Français. Après, monter assez rapidement la question de l'organisation de notre système de soins, la question du fameux millefeuille administratif, là aussi le fameux, en bon français, benchmarking avec l'Allemagne en disant mais regardez, sur 100 personnels dans un hôpital en Allemagne et en France, on a 10 points de plus de non-soignants en France qu'en Allemagne. C'est parce que donc il y a toutes ces couches administratives empilées que tout ça ne fonctionne pas. Et donc les Français, de manière assez classique, ont fait le distinguo entre les héroïques personnels de santé qui étaient sur le terrain, les mains dans le cambouis, si je puis dire, et puis les administratifs ou les agences régionales de santé, la direction générale de la santé, ceux qui avaient en charge l'approvisionnement ou le bon, comment dire, la vigilance ou le soin de s'occuper de l'état de stock stratégique de masques. Donc là, il y a une séparation qui a été faite. Et encore une fois, par rapport à l'Allemagne, on avait conscience qu'économiquement, industriellement, on avait perdu la partie, mais on se rassurait, on se rassérénait collectivement en disant qu'en matière de soins et de santé, on n'avait quand même pas à rougir. Et là, la première phase du Covid a fait mal à notre estime nationale parce qu'on touchait un sujet sensible, c'est notre système de santé. En même temps, oui, mais vous avez décrit
la médecine comme une science dure, ce qu'elle n'a jamais été. Est-ce que finalement, ce n'est pas un signe de maturité que de se rendre compte que le soin médical, lui aussi, est sujet à des questionnements pour lesquels on n'a pas de réponse, hein. Le fameux sondage qui avait interrogé les Français à propos de la chloroquine, 40% étaient pour, 40% contre, et la seule vraie réponse eût été de répondre on ne sait pas, et seuls 20% répondaient on ne sait pas. Donc, comme quoi, il y a quelque part une certaine éducation à faire des populations, et c'est finalement assez heureux qu'elles se rendent compte que la médecine est quelque chose qui a sa part d'incertitude. Vous ne croyez pas? Alors, oui, bien évidemment, mais c'est assez déstabilisant de s'en rendre compte collectivement en période de crise. Et donc, on cherchait une bouée à laquelle se raccrocher et on pensait que les professeurs en blouse blanche viendraient, dans un consensus éclairé, nous indiquer quelle était la marche à suivre. Et donc, ça a été très déstabilisant pour le grand public de faire le constat et que tel n'était pas le cas. Mais sur le fond, évidemment, c'est plutôt un signe d'une maturation et d'une progression de la connaissance de l'opinion sur le fonctionnement de la recherche médicale. Et ça s'est fait un petit peu sans anesthésie et un petit peu une opération à vif, ce qui a été assez douloureux. Et justement, si on reprend, ce qui a beaucoup choqué, il y a une question d'ailleurs là-dessus qui est arrivée, sur sur renforcer l'incrédulité des Français avec les batailles d'épidémiologistes qui prennent presque les mêmes courbes ou les mêmes débuts de courbe. Et il y en a qui vous disaient à un moment, il n'y aura pas de seconde vague, ça n'existe pas. D'autres vous disaient, voilà. Donc ce que disait Jean-François, c'est vrai que c'est le débat scientifique qu'on a pratiquement tout le temps entre spécialistes, entre professionnels de la santé ou entre chercheurs. Mais finalement, là, ça a été mis sur le... Puis surtout, ça avait quand même une conséquence pratique. C'est ça la différence. Voilà. Alors, il y a eu deux choses. Il y a les Français n'étaient pas habitués des cénacles de la recherche scientifique. Donc, ils ont découvert en live comment ça fonctionnait. Et donc, c'était une espèce de MOOC géant, à l'échelle de la planète, de la société française entière. Et puis, deuxième point, comme vous le disiez, ce n'était pas uniquement pour la beauté de l'art, c'était aussi pour avoir des guides pour action. Et au moment où la société française était en état de stress maximal, et le fait que sur le même plateau, comme vous le disiez, on fasse atterrir à des endroits très très différents les courbes en partant des mêmes points, avait de quoi un peu désarçonner beaucoup de nos concitoyens. Oui, pourtant, quand vous faites le fameux benchmarking dont vous avez parlé avec l'Allemagne, si on compare les mouvements opposés au masque, assez curieusement, en France, ça n'a pas pris, alors qu'en Allemagne, il y avait au contraire un mouvement qui était assez suivi, c'est assez discordant, ces réactions des populations dans un pays puis dans l'autre. Alors, oui, alors pour comment dire, renforcer encore le paradoxe que vous soulignez, on a des Allemands qui ont proportionnellement beaucoup plus téléchargé l'application équivalente à Stop Covid, mais on a eu des manifestations anti-masques qui ont été beaucoup plus suivies en Allemagne. Et chez nous, assez peu de manifestants anti-masques, mais assez peu aussi de gens qui téléchargeaient l'application. Alors, il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte. Sans doute faut-il faire un détour par l'histoire allemande, et notamment la sensibilité très forte qui existe dans la société allemande contemporaine sur la question des libertés publiques. Avec, vous vous en souvenez par exemple, sur le mouvement sur la question de la protection des données personnelles, il y a eu de manière assez éphémère, mais ça a duré quand même quelques années en Allemagne, un mouvement politique qui s'appelait le mouvement des pirates et qui s'était présenté aux élections défendait l'Internet libre, qui voulait lutter contre les GAFA, etc., etc. Donc là, de la même manière, il y a eu ce mouvement anti-masque qui a été assez suivi, qui a agrégé à la fois la gauche de la gauche, des éléments de la droite radicale, mais aussi des gens de tendance plus libérale. Ce terreau-là, on ne l'a pas chez nous. Et pour revenir à la France,
je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une donnée fondamentale, les Français ont eu peur et ont de nouveau très peur du virus. Et par-delà la défiance qu'ils peuvent exprimer vis-à-vis des autorités publiques, il y a un adjuvant qui aide très puissamment au consentement des mesures restrictives, c'est la peur individuelle. Et cette peur individuelle a fait que le port du masque a été relativement bien pratiqué, accepté, alors même si dans les modalités pratiques, il y aurait sans doute à redire, mais ça a été plutôt bien fait pour un peuple qu'on qualifie parfois de Gaulois réfractaires. Oui, mais là encore, quand on compare aux États-Unis où il y a une lecture politique, c'est-à-dire qu'il y a les gens, les soutiens de Trump qui sont anti-masque et les soutiens de Biden qui sont plus en faveur du masque, on se rend compte qu'en France, il n'y a pas cette… À part l'histoire des Gilets jaunes que vous avez bien expliquée, mais il n'y a pas une fracture droite-gauche non plus, à moins que vous l'ayez noté également. Non. Je n'ai pas eu cette impression. Non, pas du tout. Alors, c'est un élément tout à fait important que vous soulignez, c'est qu'il n'y a pas eu de politisation sur ces questions. Il y en a maintenant, on le voit sur… il y en a eu sur pourquoi il n'y avait pas de masque, qu'est-ce que c'est que cette politique de test qui mettent X jours à délivrer les résultats, pourquoi on n'a pas investi plus dans l'hôpital public, mais sur les grands éléments de protection, il y a eu un consensus national et aucune force politique d'envergure ne s'est aventurée à prendre ou à jouer la carte des anti-masques. Ça n'a pas du tout fonctionné en France et cela associé à la peur qui était très diffusée dans la population, ça fait que la population a accepté de jouer le jeu et de porter ce masque. Comme vous voyez aussi des files très importantes devant les laboratoires d'analyse médicale, les consignes sont quand même assez… Enfin, les indicateurs d'un niveau d'inquiétude sont quand même assez probants. Alors pour poursuivre votre analyse sur le plan politique, justement, comment vous voyez, là pour l'instant, il n'y a pas un effet, il n'y a pas de politisation, mais quand on a l'impression que ça éteint un peu les extrêmes, en tout cas, même pas seulement en France, dans d'autres pays, comment vous voyez un peu l'impact sur le champ politique finalement? Alors c'est difficile à dire, mais on pourrait utiliser un petit peu peut-être une métaphore sportive, une métaphore rugbystique. Ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est un peu comme la mêlée au rugby. C'est-à-dire que le ballon est dans la mêlée, ce n'est pas du beau jeu, il ne se passe pas grand-chose, mais pendant ce temps-là, le chrono tourne et au final, ça avantage plutôt l'équipe qui mène au score. Si on veut utiliser notre métaphore, on peut dire que ce confinement et cette épidémie ont pour effet quelque part de congeler le débat public et de donner la main principalement à l'exécutif qui doit faire le plan de relance, qui doit mettre en place les mesures de santé publique. Alors, il y a bien évidemment des critiques, on en a parlé tout à l'heure, sur les masques, sur les tests, maintenant sur est-ce qu'il faut donner l'autorisation aux librairies, et qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les grandes surfaces qui vendent des produits qui sont non nécessaires. Mais on est quand même dans, la technique, la politique aérienne. Oui. Voilà, et on aura, et on a eu déjà aussi des débats sur, par exemple, l'ampleur du plan de relance. Le gouvernement dit que 100 milliards. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ça profite au gouvernement parce que, pour filer votre métaphore, la balle, elle ne sort pas toujours du même côté de la mêlée? Non, vous avez raison. C'est encore incertain, mais pour l'heure, j'ai le sentiment que, et alors on ne va pas être dans un discours complotiste, je pense que le gouvernement se serait vraiment bien passé de cette épreuve, mais qu'à tout prendre, encore une fois, la situation politique est gelée et que l'exécutif concentre l'attention et que, parce qu'on n'est pas dans une période politique assez classique. Vous parliez de Trump et de Biden. Alors, Trump a révolutionné pas mal de choses aux États-Unis, mais il reste toujours deux grands partis, les rouges et les bleus. Chez nous, on a eu un gigantesque Big Bang en 2017. Et ce Big Bang n'est pas arrivé à son terme, et donc on attendait une recomposition de la vie politique française. Ouais. Et
avec ce Covid, eh bien, tout se passe comme si le duopôle dominant, mais qui n'est pas hégémonique, entre d'un côté l'exécutif Emmanuel Macron et de l'autre Marine Le Pen, son adversaire du second tour, dont la liste est arrivée en tête aux européennes, eh bien, avec l'aide aussi de la menace terroriste, c'est de nouveau, pour l'instant, dans un paysage, encore une fois, politiquement archipélisé et décomposé, ces deux forces qui surnagent à peu près. La droite essaie de se faire entendre sur le terrorisme, mais vous voyez qu'elle est prise en étau entre le RN et le gouvernement. Et on a dit tout à l'heure qu'on avait une sensibilité accrue de la population à la thématique écologiste, mais vous voyez que les écologistes, depuis plusieurs semaines, sont complètement inaudibles. Quant à Madame Hidalgo, elle parle aujourd'hui de l'opportunité de rouvrir les librairies à Paris. On n'est pas du tout dans un grand mécano politique qui consisterait à fabriquer une alternative sociale et écologiste à la politique d'Emmanuel Macron. Donc pour l'heure, la mêlée est toujours en place au milieu du terrain et le chrono tourne et nous nous approchons de la mi-temps. Ok, ben écoutez, en tous les cas, merci pour cet éclairage très enrichissant. Je crois que nous arrivons au terme de cette session et merci aux deux orateurs. Hubert Védrine disait « et après », on sait très bien qu'on est, comme vous l'avez dit, au milieu du match et qu'avec cette vague actuelle, on n'est pas au bout de cette histoire et donc les enseignements, c'est pour bien plus tard. En tous les cas, vous nous avez l'un et l'autre éclairés et nous vous en remercions vivement. Merci à vous. Merci à vous. Merci, M. Fourquet. Nos sessions continuent, puisque vous avez compris que cette année, contrairement aux années précédentes, la formule en ligne se déroule en plusieurs étapes. Et donc, la prochaine étape va se concentrer sur la crise de la souveraineté. Et nous aurons deux invités prestigieux également, puisque nous aurons Alain Boer qui nous parlera des problèmes de l'international. Et puis, pour l'aspect administratif, ce sera Laurent Hénard. Donc, merci à tous, merci à nos auditeurs. Ces sessions sont rediffusées en ligne et donc accessibles via un lien que nous allons adresser à l'ensemble de nos partenaires. Merci encore une fois à tous pour cette soirée et ces éclairages. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci, M. Fourquet. Bonne soirée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.